L'ascenseur émotionnel, renforcement intermittent dans les relations toxiques. Un ascenseur émotionnel est une situation ou un événement extérieur qui inverse notre état émotionnel, notre état d'esprit. Un ascenseur émotionnel, c'est le fait de passer d'un état de joie immense à une profonde tristesse ou inversement. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour le podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesa, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a un peu plus de 10 ans et que j'ai le plaisir de partager avec vous depuis un peu plus d'1 an sur YouTube. Et ceci, bien, pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre nos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celles que je traverse encore aujourd'hui, car c'est vraiment l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons nos vies. Physiologiquement, ce phénomène se passe au niveau de notre cerveau, plus précisément dans notre système limbique. Le système limbique passe d'un état à un autre subitement et ce changement immédiat provoque une charge émotionnelle forte, positive ou négative. L'ascenseur émotionnel peut être vécu de manière volontaire ou involontaire, c'est-à-dire soit par la manipulation ou soit de manière circonstancielle. Et il peut être subi ou provoqué. L'ascenseur émotionnel est aujourd'hui couramment utilisé dans le marketing notamment et dans la publicité, dans la séduction ou encore dans la vente avec pour idée sous-jacente la manipulation du consentement d'autrui. Et pour comprendre pourquoi, nous allons voir ensemble plusieurs raisons qui expliquent l'intérêt de cette technique. La toute première, c'est pour aider à la mémorisation du produit ou de la marque. Et là, on parle évidemment de l'aspect marketing. Car vivre une ascension émotionnelle nous permet de mieux nous rappeler de nos souvenirs. Je suis certaine qu'il vous est déjà arrivé, en entendant par exemple le son d'une chanson, de vous rappeler une publicité ou un slogan ou le produit qui était en rapport avec ce son ou cette chanson. La seconde, c'est que l'ascenseur émotionnel ouvre l'éventail du spectre des émotions, ce qui est parfait pour créer de l'attraction et de l'attachement chez les personnes qui le vivent. Rappelez-vous cette publicité durant le confinement où on voit un petit enfant à qui on suggère de mettre son masque pour justement protéger ses grands-parents. Là, on a fait appel à l'émotion ou au sentiment de culpabilité si on ne mettait pas le masque. Donc là, il s'agit bien de la manipulation. Le niveau d'émotion change évidemment selon les gens. Certaines émotions sont plus ou moins intenses que d'autres, mais la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la gravité ou l'importance de l'émotion, celle-ci généralement ne dure pas. Après tout, quand vous faites une crise de nerfs ou quand vous vous sentez en colère, vous montez très vite et vous pouvez aussi redescendre tout aussi vite. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez vous calmer. Comme son nom l'indique, l'ascenseur monte, mais il redescend aussi. Donc ainsi, à un moment, vos émotions semblent atteindre leur apogée, elles sont de plus en plus intenses, fortes et présentes dans votre esprit. Et juste au moment où vous pensez que vous allez exploser, vos émotions se stabilisent, se calment, puis redescendent complètement. Quand vous montez dans un ascenseur émotionnel, vous perdez pied. Toutes les émotions vous semblent exacerbées. Vous avez du mal à vous contrôler. Alors, tout ce que vous voulez faire, c'est sortir, fuir peut-être, crier. Et pour ce faire, vous devez faire preuve d'intelligence émotionnelle et cérébrale. Et tout cela se passe, comme je vous l'ai dit, dans votre système limbique. La particularité de l'ascenseur émotionnel, c'est qu'il n'est pas forcément circonstanciel. Il peut être utilisé comme une forme de manipulation, comme je vous ai dit, pour obtenir d'une autre personne ce que l'on désire. Quand vous embarquez dans cet ascenseur, vous allez remarquer que plus vos émotions sont négatives, plus
votre esprit va fléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plus vos émotions sont péjoratives, plus le chaos va régner dans votre tête. Vous avez du mal à réfléchir sereinement et logiquement. Ainsi, en quelques secondes, tous les scénarios catastrophiques possibles vous traversent l'esprit. Vous ne pouvez plus trop vous fier à votre esprit. Votre réflexion est brouillée. La pensée, la communication et la réaction sont alors complètement alternées. Mais le simple fait de comprendre que vous êtes sur une pente psychologique instable et que vous êtes dans un ascenseur émotionnel peut être suffisant pour vous empêcher de faire une grave erreur et de prendre une mauvaise décision. Alors, lorsque vous passez du côté positif de l'ascenseur émotionnel, les choses évidemment changent complètement. Est-ce qu'on vous a peut-être déjà dit qu'il fallait vous calmer, qu'il fallait respirer un bon coup lorsque vous étiez un peu nerveuse ou en colère? Eh bien, c'est parce que les gens autour de vous aussi ressentent cette vibration négative. L'irritabilité ou la colère sont des réactions très souvent présentes dans ce système d'ascenseur émotionnel négatif. Or, prendre le temps de réfléchir et de se calmer est essentiel pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Lors d'une situation de manipulation subie, vous allez sans doute vivre l'ascenseur émotionnel avec soit de votre partenaire, soit de votre patron. Il va utiliser ce qu'on appelle le renforcement intermittent, positif et négatif. Lorsqu'il sera positif, vous allez recevoir des compliments, des marques d'attention, des remerciements. Et lorsqu'il sera négatif, eh bien, il vous critiquera, vous humiliera par des propos mesquins, parfois subtils, parfois très clairs. Le fait de subir cet ascenseur émotionnel peut expliquer cette difficulté que l'on a à se défaire d'une relation dite toxique, d'une relation où il y a beaucoup de cruauté mentale et dans lesquelles il y a des phases de réconciliation, donc ces phases de renforcement positif. Le processus qui se passe, c'est que les phases de renforcement négatives vont créer ce besoin insatiable de revenir aux phases positives. Le renforcement intermittent dans une relation correspond à un schéma relationnel dans lequel on alterne d'une façon aléatoire le chaud et le froid. L'amour, l'affection, la tendresse sont donnés d'une façon aléatoire, incohérente et surtout conditionnelle. Le renforcement intermittent est basé sur une succession alternée et sporadique de phases positives dans lesquelles on se sent aimé, en paix, et des phases dites de renforcement négative basées sur la punition. Et quelle est la punition? Eh bien, c'est qu'il y a le retrait de l'amour, des marques d'affection et de l'attention. C'est le dénigrement, c'est les critiques, c'est la dévalorisation, les menaces, la colère. Cet ascenseur émotionnel est de la cruauté mentale. Avec le temps, le renforcement intermittent va engendrer un conditionnement addictif. Et c'est ce qui explique que l'on a du mal à sortir du lien dans ce genre de relation. La personne subissant ce comportement va rester dans la relation, perdra de plus en plus confiance en elle, verra son état se dégrader, mais surtout, elle essaiera désespérément de comprendre comment faire pour obtenir à nouveau l'amour ou l'attention qui lui avait été offert au début de la relation. Elle veut comprendre le code. Vous allez à ce moment-là réfléchir et vous dire « Mais tiens, quand il fait ça, eh bien, je pense qu'il m'aime. Ok, c'est ça, j'ai compris maintenant. » Ou « Il m'a fait un compliment sur ma tenue, donc je retrouverai son amour si je m'habille plus souvent de cette manière-là. » Ou si on parle des hommes qui subissent l'intermittent, le renforcement intermittent, c'est par exemple « Ah ben tiens, elle a accepté de me faire l'amour cette fois-ci parce que j'ai fait ça, parce que je me suis comportée comme ça. » Et donc la victime tentera de reproduire l'expérience, mais ça ne fonctionnera pas. Elle devient obsédée par l'autre et se perdra complètement. Malheureusement, bien souvent, les personnes qui parlent ou écrivent sur la dépendance affective ne sont pas conscientes
de ce qu'est le renforcement intermittent et de son incroyable pouvoir addictif et destructif. Elles disent à la personne qui subit ce type de comportement qu'elle a quelque chose à guérir et qu'elle ne devrait pas attendre ce qu'elle est en droit d'attendre dans une relation d'amour. Le fait est que tout le monde peut se retrouver sous l'emprise du renforcement intermittent. Et c'est pour ça que je vous dis que même dans le monde du travail, cela existe, pas seulement dans les relations amoureuses. Ceux qui ont été aimés inconditionnellement dans leur enfance ne resteront certes pas dans ce genre de relation, alors que ceux qui ont grandi auprès de parents qui pratiquaient déjà le renforcement intermittent, c'est-à-dire l'amour conditionnel, resteront car ils auront appris que c'est à ça que ressemble l'amour. Alors comment éviter de devenir une victime du renforcement intermittent? La première chose, c'est la connaissance qui est votre meilleur allié. Je m'explique, cette technique de manipulation puissante est encore mal connue, si ce n'est totalement inconnue. Et en avoir conscience et en comprendre le fonctionnement nous permet d'en saisir les premiers signes et d'agir avant de devenir complètement dépendant de celui qui la pratique. Alors une relation saine, ceci c'est juste un rappel et toujours mon point de vue bien entendu, une relation saine et durable, elle est basée sur 3 caractéristiques qui sont pour moi non négociables: la prévisibilité, la fiabilité et la confiance. Ce que je peux vous soumettre aussi comme deuxième point, c'est de construire des frontières qui sont saines. Avant de vous engager dans une relation, vous devez être parfaitement clair avec vos limites. Un partenaire qui a votre intérêt à cœur ne vous demandera ou ne vous poussera jamais à abandonner vos goûts, vos valeurs ou même ce que vous n'aimez pas. Apprenez à dire non. Dire oui pour être aimé ne peut vous mener à votre propre perte et laisser le contrôle à l'autre de votre être. Si vous pensez que vous avez à supplier ou harceler votre partenaire pour obtenir ce dont vous avez besoin, vous êtes dans une relation malsaine et non constructive. Exprimez clairement vos besoins à votre partenaire. S'il n'est pas en mesure de les honorer, et c'est sa prérogative, apprenez à aller le chercher ailleurs. Décidez exactement ce que vous êtes prêt à mettre dans la relation avant de l'entamer. Lorsque vous êtes cohérente avec vous-même, aucune manipulation n'est possible. Si vous êtes avec un partenaire dont le comportement intermittent était inconscient et dû à ses propres peurs, parce que ça peut arriver, lorsqu'il prendra conscience de ce que ces actes engendrent, il pourra changer en conscience et vous pourrez grandir ensemble. Si en revanche, vous êtes avec une personne dotée d'une pathologie style borderline, narcissique, sociopathe, elle n'aura aucune intention de changer. Et il est très important de le comprendre. Inutile de vous référer sans cesse à ce que les choses ont été dans le passé ou au début de votre relation. Elles ne reviendront plus jamais, ou si c'est le cas, ce sera parce que vous êtes en train de vous échapper de votre cage, que vous allez échapper à son emprise. Une relation saine doit comporter de l'intimité, de l'engagement, de la cohérence, l'équilibre, l'amour, la confiance, du respect et des valeurs partagées. Devenez et restez très conscient de la dynamique de la relation. Si vous êtes dans une situation d'insécurité émotionnelle chronique, affamé, souffrant, c'est que vous êtes pris au piège. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une relation, mais d'une dépendance à ce moment-là. Soyez conscient que quitter cette relation aura les mêmes effets qu'un sevrage à une drogue dure. Des neurotransmetteurs comme le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline ont été produits par votre cerveau à très haute dose pour faire face au stress occasionné par le comportement de votre partenaire et agissent comme de la cocaïne. La séparation sera difficile émotionnellement et physiquement. Donc il sera important d'être soutenu par des personnes bienveillantes qui comprennent parfaitement ce que vous êtes en train de traverser et non des personnes qui vous diront de lâcher prise, de passer à autre chose, que vous devez arrêter d'être dépendante, etc. Soyez plein de douceur avec vous.
vous n'êtes pas responsable des abus que vous avez subis, pas plus que du lien traumatique formé. Mais vous méritez une vie sans abus ni maltraitance. Vous méritez des relations saines et des amitiés qui vous nourrissent et non qui vous épuisent et vous vident de votre essence. Quitter ce genre de relation est un acte de bravoure, de courage. De nombreuses personnes souffrent du trouble du stress post-traumatique et auront besoin d'être aidées par un professionnel. Si c'est votre cas, surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous sentez que vous avez du mal à sortir d'une relation toxique, demandez de l'aide. À tout moment, vous pouvez choisir quelle personne vous souhaitez être et cesser de vous définir en fonction de ce que vous avez vécu. Avec patience, soutien et amour pour vous-même, vous serez en mesure de retrouver votre véritable vous. Et c'est cela, le chemin vers l'amour de soi. J'espère que ce podcast a pu vous aiguiller, vous faire prendre, peut-être en tout cas vous a apporté peut-être des prises de conscience. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker pour que la vidéo soit vue par d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.